Élu dans Chauveau en 81, ce professeur en philosophie a toujours été impliqué dans son milieu. Raymond Brouillet est une figure politique qui possède une bonne expérience sur le terrain. Docteur en philosophie de l'Université de Louvain, Raymond Brouillet étonne par ses qualités d'orateur et la profondeur de ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Brouillet. Bonjour. En 84, vous avez été nommé président de la Commission de la culture, enfin, sur la Commission de la culture. Quel souvenir vous en avez? Bon, là, tout d'abord, c'est qu'à ce moment-là, on a modifié le rôle des commissions. On a voulu les donner un peu plus d'autonomie aux députés qui faisaient partie des commissions, plus d'autonomie aux commissions. Ils avaient le droit à des projets d'initiative. Ils pouvaient décider d'étudier telle question en profondeur. Avant ça, c'était le leader qui décidait l'ordre du jour des commissions. Voilà. Article par article, projet de loi, ou ainsi de suite. Bon. Il y avait un président puis un vice-président dans les nouvelles commissions, assisté d'un vice-président, qui avait un rôle d'animation, d'orientation, et pouvait intervenir sur les contenus, tout en appliquant les règles de procédure. Et dans certains cas, le président qui voulait vraiment intervenir beaucoup, il pouvait passer à un autre le soin de s'assurer le respect des règles de procédure pour un temps. Diriger les travaux. Alors, c'était ça, comme ça. Alors, donc, le président de la commission, c'était autre chose de celui qui ne se contentait, peu importe la commission, d'appliquer les règles. Alors, moi, j'avais été nommé, French avait été nommé président de la culture, parce que là, il fallait alterner, un au pouvoir, un à l'opposition. Et moi, au niveau de la culture, lui était un libéral qui aimait ça. Et moi, Richard French. Richard French, et moi, j'étais vice-président avec lui. On était assez avancé au mois de décembre, je pense au milieu au moins. C'est qu'il y avait eu la démission à ce moment-là dans le parti, suite à ce qu'on a appelé le beau risque. On en parlera peut-être. Justement, on va en parler du beau risque. Oui. Ça, c'est arrivé à la fin de l'été 84, automne 84. Oui. Avec M. Lévesque. C'est ça. Oui. Bon, on va parler de ça. Ça va me permettre de comprendre beaucoup la démission de 5-6 ministres, là, oui. Dont Parizeau, dont Camille Lorrain, dont Louise Arrel. Louise Arrel a démissionné comme ministre, mais est resté comme député. Jacques Léonard, Denis Lazure, bon, j'en manque, Denise Leblanc-Benté. Gilbert Paquette. Gilbert Paquette aussi. Bon, démissionne, c'est un dur coup. Alors, pourquoi? C'est que le problème, c'était qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté pour le prochain mandat qui s'en vient, 85? Est-ce qu'on le met à l'ordre du jour? Est-ce que c'est un enjeu de la campagne électorale? Est-ce que ça ne sera pas un enjeu de la campagne électorale, une mise en veilleuse en tant qu'enjeu électoral, tout en gardant ça comme objectif? Bon, alors, tout ça était là. Et M. Lévesque devait prendre une position, nous faire connaître sa position. Et puis, on attendait ça, il devait l'annoncer le soir, là. Alors, le moment vient, on laisse notre table, on vient écouter ça, puis là, il a lu la position, il a fait connaître sa position. Et là, c'est là qu'il a fait connaître sa position, il met en veilleuse. Il n'y aura pas question de mettre comme enjeu la souveraineté là, la prochaine élection. Bon. Alors, ça a secoué beaucoup de certains membres. Hein. Et puis, d'où la démission. Sur les ministres qu'on vient de mentionner tantôt. Ça faisait un trou dans le gouvernement et ça donnait un coup au parti aussi, ça. Ça a été une des raisons aussi de la défaite, entre autres. À cette démission-là, a créé un vide, et là, M. Lévesque a regarni un petit peu à même les députés d'expérience qui étaient depuis longtemps des années, et Jean-Pierre Jolivet, qui était depuis 1976, il était vice-président de l'Assemblée nationale avec Richard Guay, président, a été nommé ministre des Forêts. Je pense que ça doit être l'expression, s'occuper des forêts, là. Ministre des Forêts, ça libérait un poste à la vice-présidence. Et après un caucus, en décembre, M. Lévesque me tape sur le dos en arrière, il dit « Bon, M. Brouillet, que diriez-vous si j'ai l'intention de vous proposer à la vice-présidence? »
Ah, merci beaucoup, bien gentil, ça me plaît beaucoup. Bon, très bien. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. En règle générale, il y a toujours des négociations avant. Bon, on s'assure que l'opposition est d'accord. Alors, c'est une formalité, on va là-bas, les deux partis sont d'accord, et le vote se fait à ce moment-là à l'unanimité habituellement. Alors, ça s'est passé comme ça. Mais vous entriez en termes parlementaires, là, presque dans une fournaise, parce que c'était une fin de session, et puis oui. On connaît les fins de session. Oui. Moi, sais-tu, ça ne m'a jamais fait peur tellement, ça. Non? Non. Non, j'avais confiance en moi-même pour garder le contrôle de cette Assemblée-là. Je vous dis ça franchement, là. D'ailleurs, j'ai passé 10 ans, là. Les libéraux m'ont enduré durant 10 ans, puis tout le parti aussi, 10 ans. J'ai passé trois présidents, 4, et puis les vice-présidents qui sont partis aussi, tout ça. Puis moi, je passais à travers ça. J'avais confiance. Et puis, je me sentais pas dépassé dans les situations. Disons que j'avais toujours un angle d'attaque pour intervenir. Une bonne maîtrise. Et puis pour essayer de ne pas être victime et à la merci des arguties là, des leaders de part et d'autre. Mais c'était la fin de mandat du gouvernement, oui. La santé de M. Lévesque, son leadership, les deux étaient affaiblis. Et finalement, M. Lévesque finit par démissionner en juin 1985. Comment vous avez vécu ça? Oui. On avait un espoir 2-3 mois avant. On tenait un caucus au château du Mont-Sainte-Anne. Et là, il devait faire connaître sa décision s'il poursuivait pour la prochaine campagne électorale, s'il ferait la prochaine campagne électorale comme chef du parti. On l'attendait avec beaucoup d'impatience, puis on souhaitait qu'il arrive, qu'il soit... Et effectivement, un sursaut d'énergie et tout, là, puis il avait décidé, oui, je serai là, bon. Alors, on était contents, on a applaudi tout le monde, et puis... mais sa santé n'a pas tenu le coup vraiment, là, il a pris difficilement la perte du référendum, mais surtout, Ottawa, le coup qu'on appelle l'une et donc tout et tout. Ça a été très dur pour lui, puis sa santé avait été vraiment... Il n'était plus encore le René Lévesque qu'on aurait souhaité qu'il soit encore. T'sais. Et c'est pour ça que c'était un peu triste, parce qu'on voyait là que l'homme qui avait porté l'espoir d'une nation là, pour réaliser la souveraineté, c'était le plus charismatique de l'époque, qui pouvait le plus avoir de chances d'aller chercher une adhésion d'une majorité. Et voir, dans son état, là, il n'avait plus la force, il n'avait plus d'être à la hauteur de ce qu'il voulait être et de ce qu'il avait été. Alors, moi, j'ai trouvé ça comme un événement triste, tu sais. Mm-hmm. Beaucoup de tristesse. Et les autres l'ont vécu comme ça aussi, je pense. On aurait aimé qu'il puisse encore être là, tu sais, puis... Et là, c'est enclenché le processus pour sa succession. Vous avez appuyé Pierre-Mike Johnson. C'est ça, oui. Aviez-vous des raisons particulières? Il faut dire qu'il me l'avait demandé assez tôt. Hein. D'ailleurs, il y avait 80 des députés, sinon plus, qui l'appuyaient. Je n'étais pas le seul. Au moins 80 des députés, je pense, qui l'appuyaient. Et c'était une élection au suffrage universel de tous les membres, la première fois que ça se fait. Il y avait 6-7 candidats. Mm-hmm. Mais moi, j'ai toujours cru que M. Johnson était un souverainiste authentique et sincère. Et donc j'étais convaincu de ça. Ça, c'était une question. Si j'avais su que la souveraineté, pour lui, c'était fini, on met ça de côté, je n'aurais pas voté pour lui. Mm-hmm. Donc, j'étais convaincu de ça. Deuxièmement, il y avait une personnalité intéressante, très populaire. Il était dans les sondages, le donnait de beaucoup en avance sur tous les autres du parti pour être le successeur. Et ça, il ne faut pas négliger ça, c'est la population qui décide. Moi, je trouvais que M. Johnson, avec sa personnalité et tout, la popularité qu'il avait, il commençait à avoir une certaine expérience de gouvernement, ministre du Travail, la santé, à un moment donné. Et puis là, bon, l'aide gouvernementale, il a fait... Et puis, toute une expérience politique par sa famille aussi. Alors, c'est tout ça qui a fait que moi, j'ai voté pour lui. Les élections s'en venaient durant la même année, parce que c'était la 5e année du mandat. Des élections qui s'annonçaient beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Globalement, on était assuré que le parti ne passait pas. Globalement.
3 raisons. La crise économique terrible qu'on a passée, qui a engendré les négociations, la loi dure, matraque, il y avait une loi très difficile contre toute la fonction publique et parapublique, c'est du monde, ça, au Québec. Et puis, dissension dans le parti, la démission d'une partie des militants les plus chevronnés, là, et puis perte d'adhésion, de confiance d'une partie de la population à l'égard du Parti québécois, mais ainsi de suite. Ça ne va pas surprendre dans ce contexte-là qu'on a perdu. Mais dans le comté, tu sais, comment est-ce que c'est toujours, hein? Tu as toujours espoir. Moi, on a toujours, malgré tout ça, peut-être comme moi, je vais peut-être m'en sauver, peut-être comme moi. Parce que dans le comté, 5 mois avant la tenue des élections, le 2 décembre, donc j'étais au printemps, peut-être un 6-7 mois, au printemps, au mois de mars, je pense. J'avais tenu une assemblée, moi, dans la rotonde du lac de l'Age, grande assemblée. J'ai invité tous les grands intervenants des différents du comté. Les maires, il y avait quasiment les 3/4 de leurs conseillers étaient avec eux, autour de table. Les représentants des commissions scolaires, les entreprises, tous les organismes sociaux et tout. Il y avait du monde, là. Il y avait du monde. Faire le bilan, le point un peu sur 4 ans où on travaille ensemble. C'est comme ça que j'ai pris ça. Il n'y a pas beau dire, voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on a réalisé ensemble dans le comté depuis 4 ans? Et là, j'ai fait le bilan de tout ça. Mais malgré tout ça, on a tous passé au Moulinet, dans la région du Nord, hein, du Nord. On avait des 5 000 de majorité en 81, puis là, on avait des 5 000 contre nous, puis 6 000 contre nous. Pauline Marois, moi, Clément Richard, tous les ministres ont passé comme ça aussi. Alors non, il y avait vraiment, là, et on ne peut pas résister individuellement là, devant ça, à moins que quelqu'un soit là, un peu comme Gendron, il est en Abitibi, il grandit là. Il y a M. Garon qui avait réussi à passer oui, dans la mais il région. était temps que les élections en fait, le chef, c'est lui qui me disait, ça baissait, ça baissait. Oui. Mais il était plus excentrique, lui, de tout ce brouhaha de la fonction publique et puis c'est un peu différent. Vous dites que vous avez jasé avec vos maires et les présidents d'organismes. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec eux pour le comté durant ce premier mandat-là? Le CLSC de la Jacques-Cartier. Après ça, toute la réfection des rues de Val-Bélair, 80 des rues à peu près. Certaines ont été payées à 100 pour le gouvernement. On a refait aussi des égouts, tout ça. Bon, ça. On a ouvert aussi une maison pour personnes âgées. Et je me suis occupé de la maison des jeunes à cette époque-là. Durant le premier mandat, là, on a fondé une maison des jeunes. Je me suis occupé beaucoup. On a, pour Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le centre communautaire en Hébert qui est là, avec tout ça. Là. C'est moi qui ai eu ça. Là. Et ils l'ont fait l'ouverture une semaine après ma défaite. Hein? J'ai été invité. Ils m'ont donné la parole. En fait, il y a pas mal de choses beaucoup. Sur le terrain. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Écoutez, on a agrandi des écoles. Et pour ce qui est de Henri IV, l'autoroute Henri IV, elle était effacée du programme des autoroutes du gouvernement à ce moment-là. Complètement effacée. Et ça fait des journaux, dans le Soleil à l'époque. Et puis, moi, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Et là, en milieu de 85, le contrat était signé pour une firme de la Rive-Sud. L'appel Tilter est là, des photos de sol là-bas. Les travaux ont débuté. Et c'est évident que la conclusion de ça s'est faite quelques années plus tard. Dans un premier mandat, tu ne peux pas réaliser sur le terrain tous les travaux que tu déclenches à ce moment-là. C'est important. Et en même temps, pour toute la population de Shannon et de la base militaire, ça leur donne un accès rapide à Québec. Alors, il y a ça. Puis en même temps, c'est que l'autoroute, ça, c'est dans mon premier mandat, ça, là-bas. Après ça, pour les autres, au niveau routier, les grands, là, ça va venir dans mon deuxième, troisième mandat. Mais en 85, à la suite de votre défaite, vous êtes retourné à l'enseignement. Est-ce que vous avez continué à militer quand même? Ah, beaucoup, oui. Donc, à l'enseignement, rapidement, là, je suis retourné, j'étais en enseignement. Ils m'ont tout de suite donné la direction de tous les programmes de la faculté. Je suis devenu vice-doyen. À l'Université Laval. À l'Université Laval. Mais je n'ai pas délaissé le parti. Et ça s'est présenté de la façon suivante. Vous savez comment, après une défaite de cette nature-là,
Hein, on prend le décor, on s'en va, on se repose un peu. Moi, j'ai accepté d'aller à la première réunion régionale du parti au début février. De 2086. 86. C'est la première réunion que je faisais, là. J'étais là avec Pauline, puis Pauline avait décidé, elle quittait Québec pour Montréal, parce que son mari, Claude Blanchet, avait son emploi à Montréal, puis elle voulait s'approcher avec sa famille aussi. Bon. Elle dit, Raymond, avant de partir, elle dit, il faut que tu prennes ça. Il faut que tu t'impliques, il faut que tu t'occupes de ça. Bon, je vais y penser. J'ai accepté la présidence régionale sur les Appalaches Québec. Dans ce contexte-là, ça a été toute une tâche. J'ai été 4 ans. J'ai préparé 2 congrès régionaux. J'ai dirigé des campagnes de financement. Je me suis rendu jusqu'à la frontière américaine. Toute une expérience de terrain. Oui. Non. Puis, et en même temps, pour réanimer, j'ai lancé des groupes de travail pour préparer le congrès de 87 dans la région de Québec. Puis en plus, dans mon comté, les militants m'ont demandé de rester à la présidence, de prendre la présidence. Pas de rester, mais de prendre la présidence. Alors, j'ai pris la présidence de l'exécutif de Chauveau à ce moment-là, répété année après année jusqu'à 93, au mois d'avril, alors que j'ai été désigné candidat pour l'élection de 94. Au congrès de 87 pour le Parti québécois, là, M. Johnson présente sa plateforme de l'affirmation nationale. Est-ce que vous étiez de cette orientation-là, vous aussi? Ben, c'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai conçu, je n'avais pas pensé comme ça, mais il me l'a, en tant que président de la région, il a dû le faire avec beaucoup d'autres, il m'invite à déjeuner avec lui un matin. Alors, puis il m'expose un peu cette approche d'affirmation nationale, il me l'explique comme il faut. Alors, j'ai dit que ça avait du sens comme programme de gouvernement d'un mandat électoral. Mais j'ai une condition, par exemple, bien claire. Dans le parti, il faut que l'objectif de la souveraineté demeure inscrit en grosses lettres au début. Que l'objectif du parti demeure la souveraineté. Ça, il faut. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Ah, il dit oui, il n'y a pas de problème, c'est évident. T'sais. L'idée qu'il y avait derrière ça, c'est que on sentait que la population n'était pas prête encore à s'embarquer dans un référendum, les sondages et tout. Deuxièmement, l'idée du beau risque planait toujours. Il ne faut pas se tromper, là. Dans l'esprit des gens, peut-être qu'il y aurait une chance d'arriver à ce que le Canada nous donne ce qu'on veut, puis ça aurait peut-être du bon sens. C'est le début des négociations de Meach à ce moment-là. Le début de Meach. Et Johnson avait mis sur table les 20 conditions, mais là, les 20 conditions n'étaient plus au pouvoir. C'est pas ça qui tenait, là. Le Parti libéral va en élaborer 5 conditions qu'on connaît, là. Ça sera la base de la négociation du lac Meach, les 5 conditions. C'était dans l'air. Alors, aller marteler les gens de souveraineté constamment sur ça, là, alors que les oreilles n'étaient pas à l'écoute, il fallait recréer un mouvement, un momentum. Puis on sait que la souveraineté présuppose un fort sentiment d'identité nationale dans la population. On va tout d'abord créer une chambre des régions. Et les candidats seront élus sur une base proportionnelle pour redonner plus de pouvoir aux régions, pour assurer une meilleure démocratie, puis une représentation aussi des différentes tendances proportionnelles, au nom d'une meilleure démocratie. On peut se distinguer. Deuxièmement, le chef de l'État, on va lui donner plus de pouvoir. Au niveau de l'exécutif, on voit un peu, là, il va être élu au suffrage universel de la population. Quasiment un statut de président, même dans un régime monarchique. Enfin, le statut, il se rappelle encore premier ministre, mais du suffrage universel. Et puis, on va écrire la Constitution interne du Québec, où on va s'affirmer. Bon, là, notre Constitution est éparpillée partout. Il y a des bribes dans des constitutions fédérales, et puis, bon, ainsi de suite, dans des lois, puis tout, dans des chartes. Bon, on va écrire. Mais c'est ce qu'on a repris depuis ce temps-là. Il voulait que, par ces 3 choses-là, on s'affirme, on se distingue, on se réaffirme dans notre caractère national distinct. Mais c'était ça, un peu. Alors, il y a eu, à mon sens, l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir appelé affirmation nationale, plutôt que je ne sais pas trop quoi, moi. Hein, combien de premiers ministres, depuis ce temps-là, ont repris à peu près la même idée, mais sans parler d'affirmation nationale versus souveraineté. C'est ça la réalité, il faut lire les textes un peu. Mais M. Johnson,
il l'a associé d'un retour à l'Union nationale, la Formation nationale. Ils ont fait des associations verbales, tu sais, comme ça, mais le fond. Hein. Alors, comme il venait de l'Union nationale, on ne peut pas se fier à lui, il n'est pas un souverainiste. Mais il a été contesté au point qu'il a dû démissionner. Et M. Johnson avait été élu par un suffrage universel dès le premier tour avec plus que 50 % alors qu'il y avait encore 5 candidats qui se partageaient le reste. Ça faisait pas longtemps. Donc, il y avait une légitimité en tant que chef de parti. Et puis, une fois élu chef de parti, il s'est assuré d'avoir recours à toutes les instances démocratiques, toutes les règles, de suivre les règles démocratiques du parti, s'est appuyé sur toutes les instances du parti. Il avait même pris la peine de venir me rencontrer comme président de la région, peut-être fait la même chose avec les autres aussi. Là. Bon, pas, mais en tout cas. Alors, maintenant, il a quitté M. Johnson, il a démissionné, il a fait ça dignement, mais je pense quand même qu'on aurait peut-être pu être. Moi, je pense qu'on l'a fait un petit peu injustement, là. La façon dont on l'a traité, puis la façon dont les raisons pour lesquelles on a décidé de l'envoyer. C'est parce qu'il n'était pas souverainiste, il n'était plus souverainiste, mais ainsi de suite, puis bon. Alors... C'était pas cette vie-là. C'était pas cette vie-là, non. En 89, aux élections générales, vous êtes représenté dans le comté de Chauveau avec un nouveau chef, M. Parizeau. Pensiez-vous à ce moment-là reprendre le pouvoir? Non. Non, on ne pensait pas vraiment à ce moment-là, parce que pour des raisons, mais pas si les raisons, là. Tout d'abord, il y avait encore l'espoir dans le beau risque. C'est plus tard que ça va échouer. Parce que là, on avançait dans la négociation de Meach. Ben oui, puis c'était pas encore les dernières. Puis deuxièmement, il y a Charlottetown qui viendra plus tard en 92. Bon. Alors, on était encore dans l'espoir que peut-être on va arriver dans le... Il faut comprendre que le beau risque vient du fait que Brian Mulroney, quand il a été élu le 4 septembre 84, avait fait un discours à Sept-Îles-Avant où il s'engageait à prendre tous les moyens au niveau de la négociation pour que Québec puisse réintégrer dans l'honneur et dans l'enthousiasme. Bon. C'est ça. Est-ce qu'on va dire non, non, non? On va dire, il n'est pas question. Le nouveau gouvernement s'engage sur ça. On va mettre nos conditions, puis on va les écouter. Bon. C'était déjà un peu les 20 conditions que Pierre-Marc avait élaborées. Mais c'est Robert Bourassa qui va être obligé de saisir au vol la balle lancée par Mulroney. On ne peut pas dire, mais non, on ne peut pas t'entendre. Hein? On va s'asseoir, on va t'écouter, on verra, mais en partant, on va mettre des conditions. Alors, c'est M. Bourassa, dont l'ACME, ainsi de suite. Et c'est tout ça, l'idée du beau rythme, mais c'était encore dans l'air. Là. Deuxièmement, l'économie allait relativement bien à ce moment-là. C'est un autre facteur qui joue beaucoup, ça, dans l'élection. L'économie allait relativement bien. Avec ces deux facteurs-là, puis M. Bourassa, mais c'était son premier mandat qui se terminait. Alors, on sait qu'à moins de faire des erreurs graves, on donne un deuxième mandat. C'est un facteur qui joue aussi psychologiquement, là. C'était sûrement que son premier mandat. Et moi, si je me suis présenté, c'est parce que je n'avais pas renoncé à redevenir député de l'Assemblée nationale dans l'esprit de la souveraineté à réaliser. Et je n'ai jamais été l'homme à quitter quand ça va mal puis me pointer le matin quand ça commence à aller bien. On va faire face à la musique, candidat. En 89, c'est moi qui va aller au bâton. Je n'en verrai pas un autre là, avec deux prises contre lui. Là. Je vais, puis advienne que pourra. En 90, déjà, le Parti québécois tient des assemblées régionales sur le processus d'accession à la souveraineté. Ça conduit au congrès de 91 où les délégués ont à se distinguer entre une élection référendaire ou choisir aussi le référendum, un deuxième référendum. Vous avez proposé une proposition mitoyenne. Qu'est-ce que c'était? Alors, pour bien comprendre ma position, la mitoyenneté de ma proposition, il faut voir les deux. C'est extrême, là. Effectivement, il y en avait. J'ai identifié tantôt, là, de région de Montréal et tout, Montérégie, des jeunes, Les autres parlaient d'élections référendaires. Majorité de députés, on a le mandat de proclamer la souveraineté du Québec. Bon.
L'autre du parti, c'était un référendum, mais pas n'importe quel référendum, mais c'est contre ça aussi que je vais me proposer. Un référendum sur une constitution d'un Québec souverain dans lequel il y aura une affirmation que le Québec est souverain. Alors, ma proposition disait ceci, puis encore on la retrouve depuis ce temps-là dans les textes, là. La proposition va porter sur la souveraineté et les dispositions d'ordre constitutionnel nécessaires pour le plein exercice de la souveraineté. Donc, il faut penser au chef d'État. Il faut penser à certaines autres. Il y a 3, 4 modifications qu'on a apportées là pour que l'État du Québec puisse, sur cette base-là, exercer pleinement sa souveraineté. Et là, le temps viendra de mettre une commission constitutionnelle sur place pour lancer dans le Québec souverain qui existe tous les débats autour de ce que devrait être une constitution républicaine, puis tout ce que tu veux, là, puis quel type de constitution. On aurait le temps de faire ça. Alors, c'est ça mon exposé que je fais. Alors là, dans la salle, des gens commencent, est-ce qu'on peut voir le texte? Le président relit le texte. Bon, là, on sentait qu'il y avait de l'effervescence. M. Landry me fait signe à la table où ils étaient. Il dit, M. Parizeau veut dire un mot. Alors, je me lève, je vais là. Alors, il m'a demandé, au jeu des dispositions, tu le lèves, est-ce que ça va, M. Bourrier? Oui, ça va. D'accord avec ça, très bien, une petite modification. Ça discute encore, M. Landry va au micro, au nom de l'Exécutif national, et dit, nous acceptons l'amendement de M. Bourrier. Alors, ça a été là. Ça a été un tonnerre, parce que ça leur a dit tout le monde. Et c'est finalement ça qui était et le lendemain, on est allé, après ça, en plénière, 95 %. Alors, les gens disaient, c'est la première fois qu'on s'entend sur un processus d'accession. Alors, ça a été vraiment, là... Et 4 ans plus tard, après l'élection de 1994, M. Parizeau, parce que dans ce temps-là, on n'a pu reparler, là, bien évident, tout ça, là. 4 ans plus tard, au Château Frontenac, on a réuni tous les nouveaux députés élus. Là, on était 77 à ce moment-là élus, en 1994. Et puis, en passant dans les allées, bien, il saluait le monde, il me rencontre. Ah, tiens, M. Bourrier, je me souviens, le rôle vous avez joué dans le congrès, le dernier congrès. Tu sais. Alors, c'était un événement quand même, un moment là, important dans le parti, je pense. Et puis, je suis assez content de ce coup-là. Tu sais. En 1993, vous étiez, à ce moment-là, je crois, président de la région de Québec, du Parti québécois. Vous avez formé un groupe de travail pour définir ce que serait la ville de Québec dans un Québec souverain. Dans un Québec souverain. Qu'est-ce que ça comprenait, selon vous? Le comité, les membres qui étaient du temps de comité, on a bâti, le thème qu'on a choisi, c'est bâtir la capitale nationale. Hein. Pour bâtir la capitale nationale, on a un document qu'on a publié. Et j'ai organisé un colloque sur ce document-là au Château Frontenac. Il y avait eu à peu près 200 intervenants de la région de Québec. C'était vraiment des intervenants majeurs, là, au niveau municipal, au niveau des élus, au niveau des gens d'affaires, au niveau des organismes importants de la région. Et c'est là qu'a émergé l'idée d'une commission de la capitale nationale. Donc, moi, j'ai proposé ce que devrait être une commission de la capitale nationale. J'avais invité ces gens-là, là. Et eux autres savaient qu'il y aurait une proposition. Et j'ai fait l'exposé de tout ça. Puis après ça, bien, il y a une discussion, débat, que je répondais sur tous les aspects que j'ai mentionnés, là. Et ça a été une des réalisations du début du mandat. Pour la région de Québec, c'est un atout majeur qui a fait beaucoup pour l'embellissement de Québec et pour beaucoup de la valeur symbolique aussi, là, du visage de Québec et tout. Puis ça continue à bien aller. C'est Langlois Jacques, maintenant, qui était l'ex-maire de Beauport, qui est là, puis il fait encore un beau travail. Là. Merci, M. Bourrier.